Alors Offside, c'est le podcast qui décrypte les coulisses du sport sous l'angle juridique. Que se cache-t-il derrière les grands événements sportifs qui vont façonner le monde sportif et ses acteurs? Comment comprendre des décisions, des actualités sportives? Comment comprendre certains thèmes du sport qu'on a l'habitude de lire dans les journaux? Nous allons évoquer des histoires rocambolesques de transferts, des contrats ayant défrayé la chronique, des affaires de dopage, des problématiques de droit TV, des litiges entre acteurs du sport et même des thèmes tels que les jeunes joueurs en centre de formation ou encore les agents sportifs. Chaque épisode plongera au cœur des enjeux juridiques qui impactent les sportifs, les clubs, les fédérations nationales et internationales. Nous laisserons tout d'abord la parole à nos invités qui sont triés sur le volet, puis tenterons de vous expliquer le plus simplement possible les dessous juridiques des sujets abordés. Ce podcast s'adresse à vous, passionnés de sport, que vous soyez acteur du sport, avocat, professionnel, étudiant en droit ou tout simplement fan de sport. Je suis Laurent Felous, avocat spécialiste du droit du sport et je vous souhaite la bienvenue dans votre nouveau rendez-vous Offside, là où le droit sort enfin du vestiaire. Aujourd'hui, dans Offside, nous avons le plaisir d'accueillir Mister Luis Ferrer, ancien joueur professionnel, recruteur, notamment au Paris Saint-Germain, ainsi que dans d'autres clubs, on va y revenir, et actuel agent sportif FIFA. Bonjour Luis, comment vas-tu? Bonjour, enchanté de m'avoir invité pour participer à cette... Pour moi, c'est quelque chose de très important. À quel titre? Parce qu'il faut en parler. Il faut. Ce monde juridique, il est un petit peu comme caché, mais c'est très, très important. Très important. Pour ce motif-là que j'ai accepté l'invitation. Et on t'en remercie, cher Luis. Merci beaucoup. Alors, si tu me le permets, nous allons commencer par retracer ton parcours. Tu es né le 2 avril 1975, donc pour ceux qui veulent faire un cadeau, vous avez la date, à La Boulée, dans la province de Córdoba, en Argentina. Voilà. Est-ce que l'accent est bon? Très bien. Parfait, merci. Tu commences ta carrière de joueur en 90 au Sporting Club La Boulée en tant que défenseur central. Tu continues ta formation dans le célèbre club de River Plate, où tu y remportes le championnat d'Argentine des U19 en 93, l'année du fameux titre de l'OM en Ligue des Champions. Bravo. En 95, la signature de ton premier contrat professionnel à Sarmiento. Et en 96, tu arrives en France au Grenoble Foot 38. Alors, tout d'abord, comment tu atterris en France, âgé seulement de 21 ans? C'est très simple. River Plate, c'était à l'époque, et c'est toujours un club formateur qui envoie des joueurs partout dans le monde. Et j'ai eu la chance d'atterrir dans ce pays magnifique. Pour une année, c'était le club de Grenoble. Et bon, malheureusement, ça n'a pas trop bien marché avec ce club de Grenoble parce qu'il y a eu des problèmes justement juridiques, des pots de bilan, on n'était pas payé. Donc, très mauvaise expérience la première année. Ah, ça commence mal, mais ça finit bien du coup. Mais ça finit. Et voilà. Pourquoi? Pour quelle raison? Ensuite, l'année suivante, grâce à Omar Da Fonseca, c'est plus que mon ami. Et imaginons de l'époque, c'est lui qui était à l'aéroport pour m'accueillir. C'était, je pense que c'était le mois de juin de 96. Imaginons de la relation d'amitié que nous avons. Et voilà. Et que tu as conservé? Que je conservais. On lui passe le bonjour. Bien sûr, je lui passe le bonjour. Et on joue au football toujours une fois par semaine. Je crois avec d'autres anciens footballeurs, je crois. Je suis sur tes réseaux. Voilà, on a la chance de pouvoir entretenir des relations. Le football, ça nous a permis cet lien très important. Ça reste un sport et ça reste une connexion forte entre... Tout à fait. Ensuite, j'ai fait Paris FC. Voilà, c'est ce que j'allais évoquer. Merci pour la transition. Donc, tu poursuis ta carrière en France de 98 à 2002, quand même 4 ans au Paris FC, récemment racheté notamment par la famille Arnaud. Que penses-tu de ce rachat? Très content. Vraiment, pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est ce type de personnes, ce type de groupes, c'est un groupe qui viennent, qui vont faire monter les niveaux parce qu'ils vont donner une compétence. Et c'est ça mon point que je cible, ou le message à leur passer. Parce que c'est très bien d'arriver au club. Mais maintenant, le plus difficile, qui vont être les personnes pour gérer les quotidiens? Et c'est ça le vrai problème. Parce qu'on a déjà vu plusieurs groupes sérieux comme eux, ils sont très sérieux. Mais si on lui donne cet diamant ou cet produit,
C'est un produit qu'il faut le faire marcher. C'est comme Bien une sûr. entreprise. Ouais. Si on ne sait pas les faire marcher, et là, c'est comme une Ferrari. On lui donne à quelqu'un une Ferrari, ne sait pas marcher, peut-être ça va aller contre le mur. Et là, c'est la même chose. Donc, mon conseil, simplement, très bonne nouvelle. J'ai entendu que c'est Red Bull. D'accord, mais Red Bull, ils ont quand même de l'expérience en la matière. L'expérience dans la matière. Il y a Jürgen Klopp aussi qui sera en charge du développement du football. Bien sûr, mais là, c'est une autre chose, parce que pour l'instant, ce n'est pas monté en Ligue 1, c'est la Ligue 2, le recrutement, ce que c'est en France, c'est complètement différent. Voilà, mais simplement, c'est là mon conseil, à mettre les bonnes personnes dans les bons lieux. On apprécie le conseil et on le transmettra en haut lieu, du coup, aux principaux décideurs. Merci, Luis. Donc, on reprend le fil de ta carrière. En 99, sur le point de signer, du coup, en Écosse, si je ne me trompe pas. Oui. Ça n'aboutit pas pour des raisons peut-être juridiques. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus et me dire de manière plus générale, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre du fait de ta nationalité argentine, est-ce que ta nationalité argentine a été un frein au cours de ta carrière? Belle question. Et tout à fait, c'était ça. Malheureusement, je n'avais que la nationalité d'Argentine à ce moment-là. Donc, il y avait à l'époque des places extracommunautaires. Et bien évidemment que j'étais contacté pour Wright Rovers, un club de Ligue 2, pour monter. Bon projet en Écosse. Donc, pour moi, c'était une très bonne opportunité de continuer. Mais malheureusement, ils ne m'ont pas donné les cartes de séjour. Je n'étais pas français à l'époque. Donc, ce n'était pas... ça n'a pas marché par rapport à mon passeport. C'est-à-dire que si j'étais de la communauté européenne, il n'y avait aucun problème. Et tu précises quelque chose d'intéressant, c'est le premier focus juridique qu'on va faire du coup aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre, chers outsiders, que jusqu'en 1995, l'UEFA imposait aux clubs de football européens l'obligation de respecter un quota de joueurs nationaux au sein de leur équipe professionnelle. Donc on appelait la fameuse règle du 3+2 que tu connais très bien. Alors le 3, c'est quoi? C'est 3 joueurs étrangers maximum au sein de l'équipe effective professionnelle. Et ensuite 2, c'est quoi le 2? C'est 2 joueurs assimilés. C'est 2 joueurs qui résident depuis au moins 5 ans au sein du club, au sein du pays, du club concerné. Et ensuite, patatras, l'arrêt Bosman, qu'on connaît tous. Voilà, 15 décembre 1995, rendu par quelle cour? C'est la Cour de justice de l'Union européenne, anciennement Cour de justice des communautés européennes. En 2 mots, c'est la plus haute cour de justice au sein de l'Union européenne. Et elle met un gros coup de pied dans la fourmilière. Elle vient dire que cette règle du 3+2, elle est contraire à quoi? Elle est contraire au principe de liberté de circulation des travailleurs. Alors, c'est quoi ce principe? C'est très simple. C'est qu'un ressortissant européen, donc une personne qui a la nationalité européenne, il a le droit de travailler où bon lui semble au sein de l'Union européenne. Tout à fait. Et donc, à la suite de cet arrêt, cette règle est abrogée. Et donc, du coup, on a une libéralisation du marché et des joueurs de toute nationalité européenne qui peuvent jouer dans tous les clubs européens. Ça, c'est au niveau européen. Au niveau extra-communautaire, il y a la problématique qui est différente. Et donc, pour les joueurs extra-communautaires, il y avait un quota qui était maximum prévu pour les clubs européens. Et il y avait aussi la problématique, c'était ton cas de figure de mémoire, du permis de travail, puisque pour jouer au Royaume-Uni à l'époque, il fallait disposer d'un permis de travail. Et pour en disposer, il fallait avoir joué, si je ne me trompe pas, au moins 75% des matchs des 2 dernières années au sein de l'équipe nationale concernée. Voilà. Ce qui n'était pas le cas, parce que tu étais encore un petit peu jeune. Peut-être tu n'avais pas l'exposition en question. Voilà. Donc, pour expliquer le topo sur ce sujet du point de vue juridique. Très bien expliqué. Et c'était mon cas. Je n'étais pas des nationalités ni espagnoles, ni européennes. J'étais des nationalités argentines. Et donc, ça a créé un frein dans ta carrière. Voilà. Et ça s'appelait à l'époque extra-communautaire. Tout à fait. Tout à fait. Merci, cher Luis. Donc, cette précision étant apportée, donc on va reprendre le cours de ta carrière, si tu me le permets. À 27 ans, tu deviens recruteur, donc assez jeune quand même, au sein de l'OGC Nice. Donc, tu as toujours eu cette vision du Sud, puisque récemment, on a eu l'occasion de oui, voyager 27 ou 29, parce que j'ai commencé à l'OGC Nice 2003, je pense. Donc, oui, quelque chose. 28 ans, oui, pardon. Entre 27 et 29 ans, on va dire. Je pensais que j'avais fait une carrière plus longue. Non. Ce que tu as fait, c'est déjà très bien. Il faut y arriver, venir d'Argentine, en France, dans un pays totalement différent de tes racines. Et je dois assumer et dire la réalité. Oui. Mon frein, à l'époque, bien sûr, c'était malheureusement, je n'ai pas pu faire parce que mon niveau, c'est vrai qu'il n'était pas exceptionnel. Donc, je n'étais pas des joueurs talentueux, offensifs, attaquants. Moi, j'étais un simple défenseur, mais par contre, cette nationalité française et argentine, que je n'avais pas encore la française, donc ça m'a mis un frein. Et
Et c'est ça que je n'ai pas pu évoluer. Mais peut-être il m'a donné cette force revancharde. C'est-à-dire que je n'ai pas pu faire cette carrière comme je souhaitais. Et je me suis vraiment lancé au niveau du club. Et voilà la chance que j'ai eue de commencer en 2003 avec le GC Nice, la première année. Et ensuite, tu es parti à l'AS Saint-Etienne. Encore une fois, avec Omar Da Fonseca. Encore Omar Da Fonseca, qui est le fil conducteur de ta carrière, je pense. Et encore une fois, il me relance dans ses bancs. Et qu'on a eu une année fantastique. Hein. Bon, c'était lui le directeur sportif. Hein. Ouais. J'étais son adjoint, on va dire. Ouais. Donc, on a fait des recrutements exceptionnels. Avec Omar, hein, bien évidemment. À la Saint-Etienne, tu recrutes de mémoire quand même Blaise Matuidi, Blaisou pour les intimes, et Dimitri Payet, qui a fait une extraordinaire carrière. Il y a eu, bien sûr, c'est pour ça que si on va à l'époque, on ne va pas non plus aujourd'hui, ce n'est pas pour se jeter des fleurs, comme on dit, mais on a fait une équipe avec Omar, très bonne équipe, et même on a fait venir al Flaco Pastore, Javier Pastore. Tout à fait. Bon, on va y arriver justement à cette partie-là de ta carrière, puisque après le GC Nice, tu as l'AS Saint-Etienne. Après l'AS Saint-Etienne, tu as le Paris Saint-Germain, de 2009 à 2020, donc pendant près de 11 ans quand même. Et pendant ces 10 années-là, tu vas finalement recruter des gros joueurs tels que Pastore, Di Maria, Cavani. Il y a eu aussi d'autres joueurs. Et je voulais faire un petit focus sur notamment un joueur argentin, Lo Celso, en 2016. Tu recrutes De Rosario au Paris Saint-Germain pour 10 millions d'euros. À l'époque, c'est un joueur argentin, jeune joueur, un petit peu dans ta situation que tu as connue en tant que jeune joueur. Sur quels critères tu te fondais en fait pour t'assurer qu'un jeune joueur argentin était en mesure de pouvoir percer au plus haut niveau en France, puisque toi-même, tu avais cet historique, ce background d'ancien joueur qui venait d'Argentine. Est-ce que tu avais des critères pour décider, lui, il a la possibilité de percer ou non? C'est une première chose. Oui. Et plus généralement, dans ce genre de cas de figure, vu que tu as toi-même rencontré des difficultés quand tu étais joueur, est-ce qu'en tant que recruteur, tu as rencontré des difficultés juridiques en recrutant des jeunes joueurs qui venaient d'Amérique du Sud de manière générale? Bien sûr. Bon, d'abord, pour revenir à Lo Celso, Giovanni Lo Celso, les jours de ma venue chez lui pour le rencontrer personnellement, la première chose que son papa me montre, c'était passeport italien également. Donc, il me montre passeport donc, tout de suite, argentin, tu vois, et de suite, ça te parle tout de suite. Ça me dit, là, ce n'est pas qu'il est... parce que souvent, on te dit oui, et on a le dossier pour l'avoir, mais ça, c'est... Et là, c'est du concret. Donc là, la première signe. La deuxième signal, c'est pour ces motifs que j'ai fait les déplacements. C'est pour ces motifs-là que j'y vais à la maison voir l'endroit familial, pour voir le concept, l'éducation. Ici, pour la France, hein, si c'est l'Espagne, l'Italie, c'est pas pareil. Portugal, c'est pas pareil. En France, il faut quand même être prêt de la tête. Ce n'est pas que le football et son talent. Son pied gauche, il n'y a rien à dire. On l'avait vu, on le sentait. C'est ça l'idée, c'est qu'au-delà de l'aspect footballistique, il y a d'autres aspects à prendre en compte. Et tous ces côtés-là, comme je dis toujours, 50% c'est talent qu'on te donne, mais l'autre 50% c'est mental. Qu'est-ce qu'il a lui dans la tête? Quelle éducation il a eue? Et voilà. Et là, encore une fois, c'est devenu ces rencontres familiales chez lui à Rosario. Il m'a permis d'être à 100%, de monter ces dossiers pour qu'ils soient validés. À l'époque, c'était Olivier Letton, le président, le directeur sportif. Donc, c'est lui qui a validé. Et c'est de cette façon qu'il a pu venir. Et donc, le fait qu'il ait le passeport italien a forcément aidé. Également, parce qu'il n'allait pas occuper une place. Parce qu'il y a toujours quand même de joueurs extra-communautaires. Tout à fait. Bien sûr. Merci, Louise. Donc, juste pour nos chers outsiders, on va faire un petit focus rapide sur les transferts. Donc, du coup, au niveau international, avant de parler du niveau international, parler du transfert en lui-même, c'est quoi un transfert? Tu sais bien, c'est une opération lorsqu'un joueur dispose d'un contrat en cours. Le club qui veut acquérir le joueur va racheter les années restantes du contrat. Il ne va pas acheter le joueur, il va juste acheter les années restantes du contrat. Et on parle de convention de transfert lorsqu'il y a un contrat qui est encore en cours entre le club cédant et le joueur. D'accord ? Dans ce cas de figure, on parle de convention de transfert et donc d'opération de transfert. Si par exemple, finalement, il n'y a pas de contrat, s'il est en fin de contrat, si le contrat a expiré déjà, ou s'il n'y a plus de contrat depuis un petit moment, là, on ne parle pas de transfert, tu sais bien, on parle de signature d'un contrat professionnel,
au sein d'un club, quel qu'il soit. On parle de transfert international lorsque du coup forcément c'est un transfert qui est fait entre un club qui est dans une association nationale, par exemple en France, et un club qui se trouve dans une autre association nationale, par exemple en Argentine, pour rendre hommage à notre invité du jour. Alors, juste pour un petit focus par rapport au processus à réaliser lors d'un transfert international, il y a tout un tas de règles qui sont prévues par la FIFA, qui est la Fédération internationale de football, qui prévoit que la nouvelle fédération doit demander ce qu'on appelle, du coup c'est bien, un certificat international de transfert, qu'on appelle communément un CIT, et cette demande va être faite à l'ancienne fédération de joueurs. D'accord ? Ensuite, l'ancienne fédération doit transmettre ce CIT sous 72 heures. Donc il y a un délai assez important. Vous imaginez bien que quand il y a des enjeux importants, notamment pour les clubs, ce délai il est impératif. Ensuite, une fois que le CIT est émis, la nouvelle association, elle doit faire quoi ? Elle doit confirmer sa réception du CIT, elle doit saisir les informations relatives à l'enregistrement du joueur dans un logiciel qu'on appelle TMS, que tu connais, qui est un système informatique de régulation des transferts au niveau international. Et ensuite, elle doit inscrire sans délai le joueur dans son système d'enregistrement électronique. Et ce n'est qu'à l'issue de ce processus que le joueur sera en mesure de jouer sous ces nouvelles couleurs. Voilà, pour le petit focus sur ce sujet. En 30 secondes, tu as bien résumé le cas que, pour ces motifs, tout au début, j'ai expliqué que c'est très important de connaître le cadre juridique. Bien sûr, parce qu'il y a tous ces systèmes. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on pense que le football, c'est facile. Ouais, juste il y a un papier, c'est fini. Non. Ouais. Bravo. Merci Luis. Alors, on va poursuivre ensuite sur ton fait d'armes le plus connu, qui reste notamment ton rôle important dans la signature de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain en 2017. Tu aurais également joué un rôle important dans le cadre de sa prolongation en 2022. Est-ce que, donc, vu qu'il y avait forcément des enjeux importants dans cette négociation, est-ce que, au-delà de cette négociation, tu as déjà expérimenté des négociations à forts enjeux financiers, stratégiques, politiques ou autres, au cours desquels tu aurais rencontré éventuellement des blocages d'ordre juridique? Et dans ce cas de figure, quelles ont été les solutions que tu as pu trouver? En tout cas, oui, effectivement, j'ai eu la chance, parce que pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel. Oui. C'est sûr que je suis côté football. Et si on l'a ciblé, parce qu'on voyait déjà ce qu'il allait arriver. Oui. Et c'était ça. Tu le sentais tout de suite, ça? Le premier argument, bien sûr. C'est pour ça que motif là que les premiers transferts, au moment que c'était en 2017, avant la Coupe du Monde, c'était clair comme qu'il allait faire la Coupe du Monde. Bon, et même on disait gagner une Coupe du Monde, mais c'était maintenant c'est facile de le dire maintenant. Mais à l'époque, et ça sortit de cette façon. Mais par rapport à ta question juridique, parce qu'on est là pour parler juridique, oui, bien sûr, c'était quelque chose des choses, il y a eu des choses énormes, il y a eu beaucoup de points, mais c'est quelque chose que malheureusement je ne peux pas rentrer dans les détails, quel point donner. C'est malheureusement, c'est... Alors pas sur cette négociation, peut-être sur d'autres. L'idée, c'est de voir de manière générale. Oui, effectivement. Dossiers, pour ça, je ne peux pas... Bien sûr. C'est normal que je ne suis pas la personne. C'est légitime. Voilà, et on le recommande d'ailleurs à tout le monde. Il y a un peu comme un secret professionnel. Donc même si je ne suis plus au Paris Saint-Germain, je dois respecter... Alors l'idée, c'est pas de te faire violer le secret professionnel. C'est juste d'avoir des idées sur des éventuelles problématiques juridiques que tu as rencontrées, sur des négociations à forts enjeux, au-delà de la négociation de Kylian Mbappé. Et mais attention, dans tout transfert, parce que transfert, c'est comme tu l'as expliqué tout à l'heure, même si c'est d'une autre fédération, des deux une fédération et une autre, voilà, il y a un transfert, il y a des complications. Et c'est là où même moi, je suis quelqu'un du football, je dois faire appel au service juridique pour qu'ils m'aident dans certains. Je reconnais que je suis bien accompagné. Nous avons la chance, nous deux, que nous occupons d'un joueur de Monaco, effectivement. Donc, c'est la preuve que tout seul, je ne peux pas maîtriser tout ce que c'est ces mondes-là. Oui. C'est un monde très, très complexe qu'il faut être bien accompagné. Oui. Et pour ces motifs-là, que je trouve qu'il faut un service juridique à tes côtés. Donc ça, c'est mon idée. Mon idée, non. C'est ma vision et mon expérience. Oui. Il faut un équilibre. C'est-à-dire que, je suis du football, oui. Bien sûr. Mais il y a le côté juridique que je ne maîtrise pas. Oui.
Donc, je dois me faire accompagner. C'est tout. Tout à fait. Donc, et pour ces motifs-là, on donne toutes ces... Après, nous, on a les idées pour... Je vais être très clair. Hein, les joueurs, on sait très bien... Un exemple, les joueurs, pour signer un joueur, s'il est à 6 mois de son contrat, oui, on peut... Si, par exemple, un joueur, aujourd'hui, qu'il est en fin de contrat, 30 juin 2025, on a le droit de signer dès maintenant. Parce que c'est 6 mois, c'est la loi. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est les mois de septembre? On n'est pas encore à 6 mois et on doit les bloquer. Donc, toutes ces petites astuces, comment on fait tout à fait. pour les bloquer et les signer? Voilà pourquoi, et nous, on a travaillé justement dans un dossier à part de ça, et qu'avec toi, Laurent, on a pu débloquer et on a trouvé les astuces. C'est pour ça que c'est des choses qu'on travaille ensemble. Je te remercie pour la publicité pour les avocats. Et je vais faire la même chose, je vais te rendre l'appareil avec les agents, puisque maintenant, désormais, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, tu as créé ton agence sportive en 2020, qui s'appelle LF 360. D'ailleurs, on a les mêmes initiales, donc si je veux une reconversion, c'est tout trouvé. Plus sérieusement, qu'est-ce qui t'a incité à créer cette agence? Très simple. Ma passion du football, elle est intacte. Ça, c'était quelque chose que je l'ai dedans depuis que je suis né. C'est le football. On m'a piqué. J'ai eu la chance de faire footballeur. J'étais dans le club. Et il me manquait la 3e. Donc, j'ai la 3 casquettes. Si j'ai cette 3e, c'était... Il te reste une 4e dans les instances aussi. Non, là, j'assume. Ça y est. Non, t'arrêtes après? Non, ça y est. J'ai fait les 3. Et c'était... C'est déjà pas mal. Voilà, c'était comme moi un objectif. D'avoir passé 11 ans au Paris Saint-Germain, d'avoir vu tout. L'envers du décor. Quelque chose. C'est pour ça que je remercie le Paris Saint-Germain à vie. Et c'est même Alain Roche, la personne qui m'a fait venir, qui m'a recruté pour qu'il vienne accompagner la cellule de recrutement. C'est grâce à lui que j'ai atterri avant avec l'ancienne direction, l'ancien propriétaire. Et ensuite, j'ai eu la chance de rester 11 ans. Oui, tu arrives en 2009, avant même que les Qataris arrivent. Voilà, c'est ça. Tu as senti une différence entre... Énorme différence. Énorme. À quel niveau? Économique. Quelques exemples concrets dans le fonctionnement quotidien. Bien sûr, on avait une enveloppe avec Alain Roche, Antoine Comboiré à l'époque. On devait décider si on amenait un gardien libre, c'était Duchesne à l'époque, Nicolas Duchesne, à l'époque de Rennes, ou si on amenait un gardien qu'on devait payer, qui s'appelle Ospina de Nice. Mais si on payait ces gardiens Ospina de Nice, on n'avait pas l'argent pour dépenser dans ces milieux offensifs qu'on avait la chance de c'était Néné. Qui a fait une très belle carrière au PSG. Voilà. Et donc, on a dû choisir un gardien libre. Pour pouvoir recruter un milieu offensif. Pour recruter un milieu offensif et mettre de l'argent là. Ensuite, ce n'était donc 10 000, on peut passer des heures, mais bon, le but c'est de donner un exemple, vous donner un exemple très concret et concret, très instructif, de dire que vous allez faire des choix. Au moment qui arrive Leonardo, il était très clair. Leonardo, il a fait aussi un travail magnifique. Leonardo, son arrivée de convaincre Thiago Silva qui n'aille pas à Barcelone, qui vienne à Paris, il n'y a que lui qui l'aurait pu faire. Il faut être réaliste. Et c'est lui qui a eu ça. Et même c'est lui qui me l'a dit par rapport à Blaise Matuidi. C'est moi qui a fait venir Blaise Matuidi à Paris Saint-Germain. Mais moi, c'était parce que l'effet qu'il a donné à Saint-Étienne. Ces personnes, c'est un joueur collectif, un état d'esprit. Une mentalité exceptionnelle. Et c'est là que je répète, et cette anecdote, c'est lui-même, Leonardo, qui me dit, on passe aujourd'hui, on va être un club international. Mais top. Même moi, j'ai resté comme un enfant pour dire à quel point, et finalement, c'était ce qu'il a dit. C'était produit. Paris Saint-Germain est revenu la marque Paris Saint-Germain. À cette époque-là, on parle de 2012, 2013. Même dans l'école de mon fils, il n'y avait pas de maillot de Paris Saint-Germain. Même, c'est ça que c'est une remarque fantastique. La marque, elle a vraiment réussi à évolue. On ne parle même pas. Si, imaginez-vous que même à l'école de mon fils à Paris, il n'y avait pas le maillot Paris Saint-Germain, il y avait de tous les clubs,
pas Paris. Mais pas Paris. Imaginez-vous maintenant, je vais même en Afrique. En Argentine, je vais à La Boulaye, Cordoba. En Argentine, il y a des maillots Paris Saint-Germain. Exceptionnel. Un gros travail. Exceptionnel. Voilà. Merci pour ces très belles remarques, Luis. Et ça nous met un petit peu en avant certains éléments, puisqu'on a pu travailler ensemble, comme tu l'as précisé. On a des expériences communes et j'ai pu constater, puisqu'on va parler un petit peu des joueurs, on va se centrer sur les joueurs. Tu évoquais la mentalité de Blaise Matuidi. Je sais que toi-même, tu places la famille, l'entourage au centre de ta vie, de ton équilibre. Et au niveau de joueurs, on constate que les jeunes joueurs, ont de plus en plus tendance à faire appel à un entourage de plus en plus élargi. On a eu des problématiques avec l'affaire Pogba et d'autres, on ne va pas citer toutes les affaires. Mais toi, avec ta triple casquette d'ancien joueur, de recruteur, d'actuel agent, est-ce que tu as des choses à recommander aux jeunes joueurs par rapport à leur entourage? Malheureusement, ça existe depuis que même ça m'a touché personnellement quand j'étais footballeur. Donc, les entourages qui viennent, donc, et on fait confiance. Les joueurs, c'est des familles très humbles, des familles saines et qui font confiance. Mais ils font confiance malheureusement à les mauvaises personnes. Qu'est-ce que tu leur recommandes alors? Mauvaises personnes, j'appelle à des personnes qui viennent et disent je suis agent, qui ne sont pas agents, que je suis conseiller sportif, mais qui ils ne connaissent pas, ils ne sont même pas en relation avec un club hors de la France. Au niveau Champions League, on parle. Donc, ils les font croire qu'ils travaillent avec telle personne. Et c'est là que c'est le problème. C'est les milieux, c'est ces mondes-là que la famille, ils se sentent comme qui ils ne savent pas comment faire. Et c'est là où ça pose des problèmes. Et à l'ouverture à ce type de gens, qu'après, nous, on les voit en direct, comme ils ferment, on n'a pas l'accès avec le joueur, on n'a qu'accès avec cette personne. Alors, comment les joueurs peuvent savoir si les personnes qui s'adressent à elles, ils peuvent avoir la possibilité ils peuvent avoir accès à des clubs, etc. Comment ils peuvent s'assurer que leurs interlocuteurs, ils ont des contacts au sein de clubs de Champions League, comme tu disais? Voilà, mais c'est ça les gros problèmes. Parce que maintenant, actuellement, avec les réseaux sociaux, avec la communication, c'est facile de faire croire certaines choses. Et c'est ça les gros problèmes actuellement, que ce type de personnes, ils viennent, ils montrent même à les familles des photos. Des photos, parce que ça m'est arrivé, j'ai une belle anecdote. Ouais, vas-y. Une photo qu'on me montre qu'il travaillait avec le Paris Saint-Germain parce qu'il est une photo avec Nasser et Antero Henrique. Et moi, je me souviens très bien, à l'époque, parce qu'Antero Henrique, c'était le directeur sportif, que je travaillais avec lui aussi. Donc, et je me souviens très bien que c'était parce qu'il était dans le restaurant, qui a demandé une photo, qui s'est mis juste assis, mais qu'il n'était pas ni invité, ni connaissait pas, ni travaillait avec nous. Ouais. Et là, il montrait à les familles ces photos que, voilà, donc j'ai eu la preuve de à quel point ces personnes-là, il n'y a pas limite. Donc malheureusement, on va trouver ce type de personnes. Alors, juste petite précision pour nos auditrices et auditeurs, les offsiders, on peut très bien aussi rechercher sur le site de la FIFA, ainsi que sur le site de la FFF, la liste des agents qui sont véritablement licenciés. Donc, vigilance aux jeunes joueurs. Ils peuvent vraiment véritablement vérifier au quotidien quelle est la personne qui s'adresse à eux et vérifier si oui ou non ils disposent d'une licence et s'ils sont en droit d'exercer à ce titre-là. C'est tout simplement. Et simplement d'ouvrir un conseil, d'ouvrir les yeux, d'essayer de voir, de pas rester avec le premier qui arrive, l'opportuniste. Et pour les parents, parce que souvent, ça arrive, je trouve que ça arrive souvent quand c'est des enfants encore. Bien sûr. Il faut savoir, 12, 13, 14 ans, 15, qui n'a pas vraiment besoin d'un agent. Tout à fait. À ces âges-là, qu'est-ce qui va porter un agent? Donc, à la limite, un papa qui fasse un appel à un avocat. À la limite, regardez, il m'envoie un contrat, 12 ans, 13 ans, on m'envoie ça, est-ce que c'est bien? C'est tout. L'agent, il doit intervenir à un âge, première année,
contrat professionnel. D'ailleurs, tu précises un point qui est intéressant pour l'aspect juridique. Au niveau FIFA, les règles prévoient clairement, le règlement sur les agents, sur lequel on va revenir plus tard, qu'un agent ne peut signer un contrat de représentation avec un joueur mineur, si ce n'est 6 mois avant la signature de ce premier contrat professionnel. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est très réglementé. Donc voilà, vigilance par rapport à ça. S'il fait signer un contrat, attention. Donc, en France, les règles sont un petit peu différentes, mais au niveau international, c'est... Donc c'est très simplement lié à la loi, ok. Mais aujourd'hui, pour les jeunes joueurs et les familles, parce que là, cette émission, c'est plus pour informer. Tout à fait. Donc, à 12 ans, 13 ans, 14 ans... Pas besoin d'un agent. Pas besoin. Simplement, oui, des conseils, il n'y a aucun problème, on peut donner conseils, mais il n'y en a pas besoin. Ouais. C'est après, oui, je peux vous dire qu'ensuite, oui, tout joueur a besoin d'un agent. Tout à fait. Parce que c'est normal qu'à 17 ans, il y a un contrat qui va arriver, et il y a des clubs, donc il faut une personne qui soit la personne qui a les réseaux pour connaître et informer, donner la bonne information. Ouais. Merci pour ces précisions, Luis, et j'espère que ça permettra à certains jeunes joueurs de mieux se protéger. Donc par rapport à ces jeunes joueurs, on va se concentrer particulièrement sur le marché français que tu connais très bien, parce que chaque année, il y a les meilleurs jeunes joueurs français qui s'envolent vers les plus grands clubs européens. Alors, ce n'est pas que les jeunes joueurs français, c'est les jeunes joueurs francophones, ou pas forcément francophones d'ailleurs, à tel point que la Ligue 1 s'appelle désormais la Farmers League, la Ligue des fermiers. Donc, à ton avis, pourquoi les jeunes joueurs quittent aussi prématurément la France? Est-ce que c'est seulement une question d'argent, ou est-ce que c'est une question d'infrastructure, d'exposition médiatique? Qu'est-ce qui est différent en fait à l'étranger? Je pense que c'est grâce les viviers, on dit grâce à... Vivier, tout à fait. Il y a un gros vivier de jeunes joueurs en France. C'est fantastique. Ouais. Là, on est arrivé... Mais pourquoi il n'est pas aussi grand dans d'autres pays? Parce que c'est pourquoi au Brésil, c'était de très loin les Brésiliens et les Argentins que dans le monde entier, on était. Oui, tout à fait. Donc, c'est des années et des années parce que c'était comme une fabrique. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et c'est cette passion qu'il y a en Amérique du Sud fait que c'est les sports nationaux et ça sort les joueurs. Donc les jeunes joueurs mais là, c'est nouveau pour la France, ça. Qu'aujourd'hui, et même on a fait des stats, qu'il y a plus, même à Paris, ça a même dépassé Buenos Aires et il est à la hauteur de Sao Paulo. Pour dire Paris et la banlieue, et c'est énorme, ce mélange des races, mélange de religions, mélange de tout. Tous ces mélanges faits pour le foot. Et je pense que ce mélange a existé tout le temps. Bien sûr. Ça existe. Mais c'est quoi qui a déclenché? Mon point de vue, je donne mon point de vue. La Coupe du Monde 98. Avant cette première Coupe du Monde, le football, c'est une chose. Et à partir de là, c'est une deuxième chose. Et là, les sports, c'est ça. Et pour ces motifs-là, que l'Argentine, c'est la confiance qui donne une Coupe du Monde. Un pays se mobilise pour une Coupe du Monde. On l'a vu ici, en 98, Champs-Élysées, ce que c'était. En 2018, tout le monde l'a vu. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'étais présent, j'étais ici déjà à Paris et j'ai pu voir cet échange. Cette évolution. Pour ce motif-là, pour répondre à ta question, il y a tellement de joueurs qui maintenant ils commencent à sortir. Tout à fait. Et les centres de formation se sont saturés. Ils veulent que les meilleurs. Mais ceux qui restent en amateur sont bons aussi. Donc ils ont largement la place pour partir, même, attention, même en Italie. Même des clubs de Serie A. Serie A, ils recrutent un club des amateurs. Il y a eu plusieurs cas. On a plusieurs cas qui sont partis. On a eu hier soir en Champions League les clubs de PSV. Bon, un joueur qui n'est même pas passé par un centre de formation. C'était un joueur amateur qui est passé directement professionnel. Au professionnel. C'est un cas qui est rare désormais. Je pourrais, tout à l'heure, on va donner le nom exact. Avec l'information exacte pour donner cet exemple. Ça reste un cas quand même assez particulier et du coup, ça me permet de faire une petite transition intéressante. Tu as parlé des centres de formation. J'aimerais faire un petit topo pour nos offsiders sur l'aspect juridique des centres de formation et des contrats
qui sont proposés en la matière. Parce que comment fonctionne la formation en France? Il y a différents types de contrats. Lorsque le joueur entre en centre de formation, tu sais qu'il y a d'abord le contrat apprenti, tu as le contrat aspirant, tu as le contrat stagiaire pro, tu as le contrat élite, un peu plus rare. Et ces contrats sont conditionnés notamment à l'âge du joueur en question. D'accord? Et là où ça score, c'est qu'en fait, certes, déjà, tu as la première étape qui est de rentrer dans un centre de formation, ce qui n'est pas évident, ce qui a une concurrence très importante. Tu as des critères qui sont prédéfinis par les clubs en fonction de leur politique sportive et d'autres critères également. Et le fait est qu'il n'y a que 14% des joueurs qui rentrent en centre de formation qui vont signer à l'issue de leur cursus un contrat professionnel. Qu'est-ce que ça t'inspire? 14%. Ce que je viens de parler tout à l'heure, il y a peu de joueurs dans le sens que finalement ils passent par la grande porte. Il y a beaucoup de monde qui reste. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème mental? Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop sollicités dès leur plus jeune âge? Non, parce et du coup, ils perdent un petit peu de fil, leur objectif, et ils perdent un petit peu leur capacité, où ils n'arrivent pas à aller au-delà de leur seul talent, comme tu le disais? Mon point de vue, pourquoi il y a peu de joueurs qui passent arrivent à le groupe professionnel, là, on parle de confirmés, parce que le niveau aussi, il est haut. Tout à fait. Il n'y a pas trop la place, il n'y a que deux qui peuvent passer, parce qu'après, même l'entraîneur, il lui donne la place à un ou deux. Mais il y a tellement, les entraîneurs, ils ont tellement une pression de gagner que les jeunes, c'est à long terme. Et là, il n'y a pas, les entraîneurs, ils ne sont pas à long terme. C'est là où j'appelle la compétence du directeur sportif, la direction sportive, à imposer, à ne pas faire manger pour un entraîneur qu'il a besoin des résultats, il met tous des joueurs de 30 ans et qui ne veut pas donner la chance à les jeunes. Et c'est là, et heureusement en France aujourd'hui, il y a cette conscience, il y a cet espace pour les jeunes. Alors, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens aussi? C'est aussi une réalité économique. Et c'est toujours le football, c'est la... Forcément, toujours. Voilà. Mais moi, je veux juste te répondre pourquoi il y a autant des enfants qui restent dans la nature. Et des joueurs, on va dire. Donc le fait est que il y a des exigences très élevées et ensuite, il n'y a pas beaucoup de place en équipe professionnelle, tout simplement. Et pour ces motifs-là, qu'après, ils peuvent aller ailleurs. C'est ce qu'on va évoquer d'ailleurs. Avant de parler donc de ceux qui partent, l'idée c'est de savoir qu'il y a des moyens dont les clubs disposent pour se protéger et pour protéger aussi les intérêts des joueurs forcément. On va en évoquer brièvement quelques-uns. On a ce qu'on appelle l'ANS, l'accord de non-sollicitation, qu'on peut signer dès l'âge de 13 ans. Donc le club, par cet accord-là, s'engage à proposer un contrat au joueur dès lors qu'il sera en âge de pouvoir le signer. Et du coup, si le club ne propose pas de contrat à cet âge-là, il doit, comme sanction, payer le salaire qui aurait dû être versé au titre de ce contrat. Donc, ce n'est pas négligeable. Et le joueur, s'il ne respecte pas son engagement, lui aussi peut avoir une sanction qui n'est pas négligeable, parce qu'il pourrait ne pas s'engager dans un autre club pendant une durée de 3 ans. Alors, on parle bien de choses théoriques, mais c'est des choses qui sont intéressantes au niveau national. Au niveau international, c'est quelque chose qui est beaucoup moins usité et beaucoup moins utile. Oui, parce qu'au niveau international, moins de 16 ans, c'est interdiction. Tout à fait, exactement. Donc, et c'est en Europe. Et si c'est hors de l'Europe, c'est 18 ans. Merci pour ces précisions, Luis. D'autres rapides mécanismes importants qu'il faut préciser, on a l'obligation de signer un contrat professionnel dans son club formateur lorsqu'à la dernière année de formation, le club propose un contrat avant le 30 avril de l'année en question. Ça, c'est la première chose. Le contrat, il est d'une durée maximale de 3 ans. Oui, à ce jour, le premier contrat professionnel. Il y a une réforme qui a été adoptée en 2022, mais qui n'est pas encore entrée en vigueur, qui est de dire qu'il y aurait un contrat de 3 ans plus première année, plus une deuxième année en option obligatoire lorsque les joueurs signent ce contrat-là à 16 et 17 ans, mais ce n'est pas encore en vigueur. Ce n'est pas encore, et c'est la France. C'est seulement la France. Seulement que la France encore. C'est pour ça que j'ai encore, chaque fédération maintient ses règlements internes comme c'est. Tout à fait. Et c'est peut-être un sujet aussi, parce que le problème d'harmonisation aussi des différents régimes, tôt ou tard, il pose un problème. Mais bien sûr. Et des obstacles juridiques. Bien sûr. Ensuite, on a un autre sujet qui est intéressant, c'est les indemnités de formation. Donc, on a l'indemnité de formation et ce qu'on appelle le mécanisme de solidarité au niveau international, d'accord ? On l'a au niveau national, on l'a aussi au niveau international. Comme on s'est un petit peu concentré sur l'aspect national, on va juste faire un petit topo au niveau international. Au niveau international, tu as l'indemnité de formation que tu connais, c'est pour les joueurs qui sont formés au sein d'un club, d'accord ? Et qui vont signer à l'étranger avant un certain âge. Ils vont pouvoir disposer, le club formateur, d'une indemnité de formation qui sera indexée en fonction du nombre d'années
au sein du club formateur. Tout à fait. D'accord ? Et en fait, le montant, il va être indexé selon la catégorie du centre de formation du club au sein duquel il va signer. Donc, s'il signe au Real Madrid, qui est le centre de formation en catégorie 1, d'accord ? Dans ce cas de figure, c'est une année de formation, c'était 90 000 € de mémoire. 90 000 €. Oui. Donc, ça veut dire que s'il est resté 4 ans au sein de son club formateur, du coup, ça va être 90 000 x 4. Voilà. Très bien. OK. Donc ça, c'est l'indemnité de formation. Ensuite, il y a différentes catégories. Catégorie 1, c'est 90. Catégorie 2, c'est 60 000. Catégorie 3, c'est 30 000. Et catégorie 4, c'est 10 000. Voilà. Donc, en fonction des clubs qui vont éventuellement acquérir le joueur, le montant va être forcément différent. Bien sûr. Ça, c'est le règlement FIFA. Tout à fait. Je parle bien au niveau international, c'est ce que j'ai Bravo. précisé. Au niveau ensuite international, il y a un deuxième point qui est le mécanisme de solidarité qui permet à un club, lorsque le joueur va éventuellement être transféré dans le cadre de sa carrière, le club formateur va percevoir ce qu'on appelle un mécanisme de solidarité. Bien précisé parce que c'est qu'un cas de transfert international, tout à fait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'AS Bondy, à l'époque, n'avait pas perçu de mécanisme de solidarité lorsque Kylian Mbappé avait signé au Paris Saint-Germain. Au niveau national, il a pu percevoir un montant, mais lui, à l'époque, quand il signe au Paris Saint-Germain plutôt qu'à au Real Madrid, vous imaginez bien, et tu imagines bien que les enjeux étaient importants pour le club formateur. Donc, par rapport à ce mécanisme, pour finir là-dessus, donc il y a un montant qui est indexé entre 12 et 15 ans, c'est 0,25% par année de formation. Oui. 0,25% du montant total du transfert. Et après, c'est 0,5% par année de formation du montant du transfert. Voilà, pour ces petites précisions sur ces mécanismes qui permettent de protéger un petit peu les intérêts des clubs formateurs face aux mastodontes, on va dire, internationaux lorsqu'ils vont recruter des jeunes joueurs en France. Alors, sur cette logique-là, toi, tu as côtoyé des jeunes joueurs en formation depuis plus de 20 ans. Selon toi, quels outils pourrait-on prévoir pour tous les acteurs, pour les clubs, pour les joueurs, pour le football français de manière générale ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour protéger au mieux les intérêts du football français ? C'est vrai que c'est très délicat parce que c'est effectivement un sujet sensible. Mais bien sûr, parce qu'on n'arrive pas à mettre un processus que ça marche partout. Là, en principe, ce que tu viens de dire, c'est en train de marcher dans toutes les fédérations. C'est-à-dire que c'est en train de marcher. Mais ça, c'est que à ce niveau-là, quand il y a un transfert, solidarité, nous, ça nous arrivait à chaque fois qu'on faisait un transfert. Je donne un exemple. Paredes au Paris Saint-Germain, on l'achète, il joue en Russie, dans cette équipe de Zénith Saint-Pétersbourg en Russie. Donc, il y a eu un transfert et automatiquement, ce joueur il était formé à Boca Juniors. Donc, c'est normal qu'il y a un montant qui doit être reversé au Boca Juniors. Donc là, on parle de niveau international. Tout à fait. Donc là, c'est même Paris Saint-Germain c'est-à-dire que ça va être dans les systèmes de transfert, automatiquement, ça se fait les montants par rapport à ce que c'est déclaré. Donc, tout est automatique. Bon, là, on est bien. Donc, l'histoire, maintenant, c'est où ça pose les problèmes, que comme les réglementations des fédérations, c'est différent. Là, pour l'instant, c'est FIFA et là, c'est bien clair. Mais après, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais bien sûr, qu'il y a beaucoup. Et c'est pour ça que tout ce que ça touche côté juridique, la réglementation, il faut connaître. Oui, bien sûr. Il n'y a pas une autre... Mais il y a beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que c'est très important d'informer, de connaître la réalité. Au moins ce qu'on a aujourd'hui. Après, la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ? Il y a tellement de choses à faire encore. Tellement de choses à faire. Tout à fait. Alors, en parlant de choses qu'on pourrait améliorer, il y a eu une fameuse réforme qui a défrayé la chronique, la réforme des agents FIFA. Là-dessus, quel est ton... Alors, je vais faire un petit topo rapide pour nos outsiders, parce qu'il faut... C'est pour ça que c'est catastrophe, mais je te laisse... Je vais expliquer un petit peu de quoi on parle déjà, parce que c'est un sujet assez sensible et d'actualité. L'actualité est brûlante, parce qu'on va expliquer qu'il y a une audience hier devant la Cour de justice de l'Union européenne, la fameuse cour qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, c'est quoi ce sujet ? C'est qu'en fait, déjà, c'est quoi un agent ? Un agent sportif, c'est un intermédiaire qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre un club et un joueur ou un entraîneur, grosso modo, d'accord ? Comment l'agent il est payé ? Il va percevoir une commission qui va être indexée sur le salaire brut sur la durée totale du joueur. Donc, si le joueur signe pour 2 ans un salaire d'1 million brut par an, ça va faire un salaire brut de 2 millions sur 2 ans. Et donc, s'il a prévu une commission qui est maximum de 10% en France, ça va faire 10% de 2 millions, on va percevoir 200 000 €. Ça, c'est première chose.
En France, ce système-là d'agents, il a été développé au fur et à mesure du temps, forcément. L'activité elle est réglementée depuis 1992, d'accord, sous le statut à l'époque d'intermédiaire, et puis en 2000, sous le statut d'agent. À l'international, la licence d'agent FIFA, elle apparaît en 1994, et les conditions d'obtention, elles ont forcément évolué au fil des années. En 2014, la licence d'agent disparaît, avec une entrée en vigueur en 2015, et a été remplacée par le statut qu'on appelait d'intermédiaire. Alors, ça permettait à tout un chacun de s'inscrire auprès des fédérations en tant qu'intermédiaire. Il fallait payer notamment des frais, 500-600 euros, 500-600 de la devise locale, l'équivalent à peu près de 500-600 euros généralement. En 2023, il y a un nouveau règlement qui a été édicté, ça va être le sujet qu'on va aborder. C'est le nouveau règlement sur les agents qui a été créé par la FIFA et qui est entré en vigueur le 9 janvier 2023. Alors, après avoir supprimé la licence d'agent en 2014, elle a été réinstaurée en 2023. Elle a plafonné les commissions que les agents pouvaient percevoir. Elle a créé une chambre de compensation. Elle a mis en place des garde-fous afin d'éviter des situations de conflit d'intérêts parce qu'il y avait des agents qui représentaient des joueurs et des clubs dans une même opération. Alors, on le voit, on le constate, ça va dans tous les sens. Une fois oui, une fois non. Est-ce que toi, tu arrives à t'y retrouver déjà ? Bon, moi, comme tu es en train d'expliquer très bien, ouais. J'ai mon opinion. Bien sûr, c'est ce qu'on te demande. Global. Oui. Pourquoi je dis de suite catastrophe ? Oui. Parce qu'il t'a manqué de donner les montants de la nouvelle réglementation FIFA. On va l'aborder ensuite. Oui. D'accord. Alors, je te laisse finir parce que tu es en train d'expliquer bien les choses. Ouais. Et après, une fois que tu es fini, je te donne mon avis. Avec plaisir. Toi, tu parles carrément réglementation. Tout à fait. Et tu donnes toutes les informations. Ouais. Et après, je donne mon avis comme une personne du football donne son avis. Avec plaisir. Ok. Alors, quelques chiffres. Merci pour cette passe D. Donc, quelques chiffres concernant le montant des commissions d'agents pour mieux comprendre en fait l'enjeu de ce sujet. En 2023, le montant des commissions perçues au niveau international, c'est 889,5 millions de dollars. Alors qu'en 2013, il s'est levé seulement ce montant à 239 millions. Donc quasiment 4 fois plus. C'est énorme. La FIFA, forcément, quand elle voit ça, elle a souhaité instaurer un plafonnement des commissions, notamment à l'article 15 du nouveau règlement. Et donc, pour la négociation d'un contrat de travail, un agent, désormais, pourrait percevoir, j'utilise le conditionnel parce qu'il y a un sujet qu'on va aborder, 5% du salaire du joueur si le salaire est inférieur à 200 000 dollars et 3% du salaire si le salaire est supérieur à 200 000 dollars. Là, c'est pour une négociation d'un contrat de travail. Si on négocie un transfert, qu'on évoquait tout à l'heure, la question du transfert, là, dans ce cas de figure, il pourrait percevoir, lorsque l'agent représente le club qui est vendeur, il pourrait percevoir 10% maximum de l'indemnité de transfert. Alors maintenant que tu as ces chiffres-là, qu'est-ce que tu penses de cette réforme ? Est-ce que tu penses qu'elle est nécessaire ? Est-ce que c'est, selon toi, le meilleur système ? Voilà, tu as donné les plafonds de la commission. Je ne les ai pas tous donnés parce que c'est long, mais l'idée, c'est de rendre les choses beaucoup plus pratiques et concrètes. 2,5 du salaire du joueur. 3%. 3% à partir de 200 000. Tout à fait. Je ne sais pas si tu le... J'ai dit 5% quand c'est inférieur à 200 000 et 3% quand c'est supérieur à 200 000. Voilà. C'est pour ça que c'est très important de prendre des notes de ça. Oui. Pourquoi je vais donner mon avis encore, et là maintenant, ça y est. C'est pour ça que tu es là, mon cher Luis. Catastrophe. Pourquoi c'est catastrophe ? Ça a le mérite d'être clair. Non, mais parce que, regardez, je donne les arguments. Parce que c'est facile de critiquer, mais les arguments, et c'est ça que les gens, il faut être mouillé pour connaître. Je vais vous expliquer. Pourquoi en France, ils ont fait bien les choses ? Il faut passer la licence FFF, et ils l'ont mis à 10%. Que soit tout réglementé. Et là, une fois que tout est réglementé, passer la licence FFF, c'est passer comme d'être avocat. Je vais vous dire, moi, dans mon société, j'ai essayé de la passer, mais je vous répète, comme je disais au départ, ce n'est pas mon point fort juridique. Je n'étais pas capable de la obtenir parce que ce n'est pas que football, c'est vraiment juridique et des choses très loin. Donc, j'ai eu la chance. Et pour pouvoir exercer ma fonction d'agent en France, j'ai dû m'associer et je suis associé à Raphaël Sebon. Il est agent FFF et moi avec la FIFA. Donc, on fait tous les deux le travail. Chacun en fonction du coup du territoire considéré. Sûr. Donc, on est considéré, je suis italien en France, pour être clean.
qu'est-ce qui se passe? En France, c'était régler ces problèmes des 10% et tout marche bien. Parce que c'est maximum 10%. Tout à fait. Et là, c'est là où je vais revenir. C'est un point très important que tu soulèves. Bien sûr. Et là, je vais revenir. Ça, c'est ce qui s'est fait dans le monde entier. Dans le monde entier, et vous avez donné les montants des commissions. Et pourquoi la FIFA, ils ont dit, comment autant d'argent? On va plafonner à 3%, 5%. Parce que c'est ça, c'est grand n'importe quoi. Parce que c'est lui qui a mis ces règlements. C'est parce qu'il ne sait pas comment ça marche en interne. En interne, qu'est-ce qu'ils font? Des commissions 20, 30, 50%. Ils font des grands n'importe quoi parce qu'ils sont tous en combine. Ouais. C'est vraiment, c'est l'argent du club. Ouais. X club. Ouais. Ils payent une commission. Il n'y a pas de limite. Ouais. Ils font de n'importe quoi. Donc la FIFA, ils ont dû intervenir pour bloquer ça. Alors pourquoi ne pas bloquer à 10%? Mais bien sûr. Et voilà, pour ces motifs-là, que je dis très bien, catastrophe, pourquoi ils mettent qui s'équilibre à quelque chose de normal, à 10%. Ouais. Si ça montait autant de commissions, c'est parce que cet argent-là, c'était comme que c'était justifié et payé par les agents. Alors pour éviter ça, ils ont quand même mis en place l'interdiction du double mandatement, voilà, mais là, qui existait déjà en France d'ailleurs. Mais moi, je donne juste les motifs, on voit autant d'argent. Tout à fait. Parce que dedans, tout est justifié, que ça part dans tous les côtés. Ouais. Il y a certains directeurs sportifs à l'étranger, on parle, qui mettent de l'argent dans la commission pour pouvoir après se faire payer lui-même. Et donc, et tous ces mondes qu'il faut... Tout ce monde qu'il faut régler la note. Oui, bien sûr, bien sûr. Et tout le monde mange. C'est un gâteau énorme. C'est bien dit. Pour que le gâteau soit énorme, il faut la remplir. Ouais. Donc voilà pour quel motif. Donc à la place de faire quelque chose de cohérent, comme il a fait la FFF, il faut dire que c'est la seule fédération que FIFA a acceptée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ensuite, c'est là où je ne crois pas que pour moi c'est mal fait ce travail de la FIFA. Et pour ces motifs-là, je pense que c'était bloqué. Ouais. Parce qu'avec à Dortmund, c'était bon. Tu peux, je sais pas. Oui, on va évoquer ensuite ce sujet au niveau juridique. Au niveau juridique, pourquoi c'était stoppé? Ouais. Parce qu'il y a des choses qui ça va pas. Donc forcément. Ouais. Tu peux pas faire, FIFA, il ne peut pas faire comme... Alors, c'est pas définitif, mais merci pour la nouvelle passe D. Là, tu es déjà 2 passes D aujourd'hui, c'est pas mal, Luis. Tu as des bonnes stats pour ce premier épisode. Alors, puisqu'on va évoquer l'aspect juridique, parce que dès son entrée en vigueur, on l'a vu à ta réaction, au vu des enjeux financiers très importants, c'est ton activité, c'est celle des agents. Le règlement a suscité une vive opposition de la part des agents sportifs et de leurs syndicats. Il y a plusieurs recours qui ont été engagés, auprès notamment de tribunaux en Espagne, en Angleterre et en Allemagne, par des agents et des syndicats d'agents. Alors l'idée est relativement simple. Les agents considèrent que le plafonnement des commissions, il constitue un abus de ce qu'on appelle de position dominante de la FIFA, ainsi qu'une entente qui va restreindre la concurrence. C'est notamment des articles du traité de fonctionnement sur l'Union européenne. C'est le TFUE. Et ensuite, le deuxième point principal, c'est de dire que la réforme porte atteinte à la possibilité pour un agent de proposer librement les services d'intermédiaire au sein de l'Union européenne. Alors, c'est la raison pour laquelle, comme tu l'expliquais tout à l'heure, le 30 décembre 2023, on a le tribunal de Dortmund qui a prononcé la suspension. Donc, c'est à ce stade une seule suspension de nombreuses dispositions qui sont contestées, notamment celles des commissions. Et c'est la raison pour laquelle également, dans le cas d'une autre affaire qui a été portée cette fois-ci devant le tribunal de Mayence, il y a une audience qui s'est tenue d'ailleurs hier, donc le 12 février, il y a une question préjudicielle qui a été posée à la Cour de justice de l'Union européenne. Alors c'est quoi une question préjudicielle? Parce que bon, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. C'est une juridiction nationale, typiquement le tribunal de Mayence, mais ça aurait pu être le tribunal judiciaire de Nanterre ou de Paris, qui est saisi d'une affaire. On lui dit, voilà, j'ai telle problématique avec telle personne, telle société. Et en fait, ça touche à un manquement au droit européen. Là, typiquement, c'est un manquement à une disposition du droit européen. Et bien, dans ce cas de figure, le tribunal, il peut poser une question, on appelle ça une question préjudicielle, à l'Union européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne, qui va ensuite rendre une décision pour dire si oui ou non il y a bien un manquement. Et c'est le cas de figure qui s'est produit dans le cadre de cette affaire-là. Donc il y a eu ces questions-là qui ont été posées à la Cour de justice de l'Union européenne. Les plaidoiries ont lieu hier, et donc on aura une décision prochainement. Et la Cour de justice de l'Union européenne va se prononcer et dire si oui ou non ces dispositions du nouveau règlement sur les agents sont conformes
ou non au droit européen. D'ailleurs, on ne manquera pas de vous en tenir informé. Alors, Louis, pour finir sur ce sujet, on doute forcément que la principale préoccupation des agents, certes, c'est l'intérêt des joueurs qu'ils représentent, mais aussi cette question de plafonnement des commissions, comme tu l'as dit. Les enjeux sont importants. La FIFA, elle justifie sa démarche en considérant que ça permet de garantir un marché qui serait plus juste. Est-ce que toi, tu penses véritablement, de manière concrète, que cette réforme permet de réellement limiter les abus et de garantir un marché plus juste? Et si ce n'est pas le cas, concrètement, qu'est-ce que tu proposes? Concrètement, même alors de copier ce que la FFF a fait. Oui. Et simplement avoir une harmonie à même international. Oui. Que tout le monde harmonie et que tout le monde connaisse les règles du jeu. Oui. Ah, tu fais une belle pub à la FFF. Hein. Et pourtant, je ne suis pas agent FFF, mais je suis, on va mais dire... tu reconnais le bien fondé de leur démarche. Mais bien sûr, au moins qu'ils soient clean. Ouais. Au contraire, c'est vrai que je assume que je suis football et je ne suis pas juridique. C'est là que c'est un système. Tu connais tes forces. Mais voilà, donc, mais simplement, je souhaite qu'il soit quelque chose de clair pour tout le monde. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas clair. Ouais. Et c'est là où c'est dommage. Parce que le football, c'est un jeu à la base. C'est quelque chose c'est simple. Pourquoi compliquer les choses? Et de mettre une réglementation, bien sûr, parce qu'il faut les règlements. Il faut un cadre. Il faut un cadre, c'est normal. À partir du moment où l'argent qui génère le football, c'est énorme. Et c'est ça que je respecte beaucoup, les supporters, la passion. C'est OK, nous, on est dedans, mais il faut respecter ces supporters qui vont au stade. Ouais. C'est ça qu'il faut... Donc, tu veux remettre le fan, le spectateur, au cœur du projet football. Mais c'est normal qu'ils donnent un peu... parce que c'est eux, aujourd'hui on vit dans un monde que, regardez ce qui se passe avec les droits télé, comment les supporters, ils doivent s'abonner à 2, 3 pour... je vois donc le curseur ne doit pas être l'enjeu financier, mais le spectateur. Les spectateurs, on les complique la vie à le supporter, on les complique la vie. Revenir aux fondamentaux. Mais moi je trouve de faire des choses plus simples. Et, vous voyez, bon, ça c'est ma vision. C'est pour ça que je suis pour. C'est pour ça que tu es là. On veut entendre ta vision. Pour faire les choses plus simples. Ouais. Et faire plus simple, la FIFA de mettre qu'au moins ils copient ce qu'ils a fait la FFF au niveau des réglementations et qu'ils travaillent ensemble à la limite pour créer quelque chose uniforme. Mais bon, en espérant qu'un jour ça arrive. Hein. C'est très très intéressant et des notions intéressantes, pas seulement au niveau football, mais au niveau de la vie de tous les jours. Cet universalisme, cette volonté de replacer en fait, le spectateur au centre du projet, le fan du football. Voilà, ce sont des belles notions et j'espère que ça fera écho auprès de certains acteurs du sport. Un dernier mot pour les auditrices et auditeurs, Luis? Non, merci à les supporters, c'est tout. Parce que ceux qui nous ont écoutés pendant tout ce temps-là, parce qu'ils sont... vraiment les passionnés, ceux qui aiment le football, que ça les intéresse. Ouais. Donc, merci à eux. Parce que si on est là, c'est pour donner des explications, de donner des réponses à souvent qui ne savent pas tous ces sujets-là. Ouais. Nous, parce qu'on est dedans. Ouais. Et le plus important, c'est pour les parents de ces jeunes de 11, 12, 13, 14, 15 ans. Ouais. S'il vous plaît, tranquille. Comme on dit, calme. Ouais. Il ne faut pas partir chercher des agents, des conseillers, des créer... Parce qu'à la fin, on a vu combien de jeunes, des enfants, qu'à la fin, ils s'arrêtent le football. Ouais. Donc, on fait que du mal. Il faut laisser faire les choses tranquilles. Et aujourd'hui, en France, il y a, si le joueur, si le jeune, si l'adolescent, il est bon, il va jouer. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un agent qui va vous faire la carrière. Non, c'est le joueur qui fait sa carrière. Mais bien sûr. Ouais. C'est simple. OK. Merci à Luis pour le temps que tu as accepté de partager avec l'ensemble de nos auditrices et auditeurs, avec tous les fans de sport, de football de manière générale, pour ce tout premier épisode de votre nouveau podcast Offside, là où le droit sort enfin du vestiaire. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur les différentes plateformes de podcast et pour retrouver les prochains épisodes. Très bonne journée à tous.